Israël surveille l'Est et le Nord, ciblant le Hezbollah libanais pro-Iran. Regardez ces attaques intenses du week-end. Plusieurs endroits différents à travers le pays ont été touchés lors de ces attaques israéliennes. Ce que nous avons appris pendant la nuit, c'est que les Israéliens ont lancé une opération terrestre dans le sud du Liban. Ils la décrivent comme limitée pour le moment, mais il y a des chars et des troupes dans le sud du Liban. Des images nocturnes montrent des soldats de Tsahal sur le territoire du Hezbollah. Ce qui est intéressant, c'est que des rapports indiquent que jusqu'à 450 000 réservistes israéliens pourraient être mobilisés dans les prochains jours pour une opération terrestre contre le Hezbollah. Des indices laissent penser que cela s'étendra au sud du Liban pour viser le principal représentant de l'Iran dans la région. Les gars? Alors, Trey, avons-nous des infos sur la connexion Internet pour voir ce qui se passe à Tiran pour la population? Non. Ils peuvent voir ce qui se passe. D'accord, c'est compris. Oui, c'est un excellent sujet à discuter. Des rapports récents montrent que les Iraniens ont encore bloqué une grande partie d'Internet pour empêcher les civils de s'organiser ou d'exprimer leur mépris envers le gouvernement. Lors des manifestations en début d'année, Fox News a contacté de nombreuses personnes utilisant Starlink en Iran. Ils recevaient des messages et même des images venant de l'extérieur du pays. Mais cela a été difficile pour ces civils au cours des 2 derniers mois. Car des rapports indiquent que des agents du régime iranien sur le terrain vont de porte en porte à la recherche de ceux qui possèdent de Starlink et qui parviennent à communiquer avec le monde extérieur. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile pour les civils de communiquer avec des personnes en dehors de l'Iran, mais nous continuons à recevoir certaines informations sur la répression interne afin d'essayer d'empêcher que cela ne se produise. Trey. Ce week-end, selon le chancelier dans Face the Nation, il a confirmé avoir plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait, il a répondu « enterré sous un endroit que nous avons fait exploser ». En 2025, vous pouvez en faire une bombe. Est-il vraiment possible de mettre fin à ce conflit en sachant qu'ils possèdent encore et ont confirmé cet uranium enrichi? Pensez-vous qu'un jour les deux parties se sentiraient satisfaites de mettre fin à cela, de mettre fin à la confrontation avec ça? Pas encore. J'ai parlé avec le président Trump la semaine dernière. Il m'a dit que l'Iran préparait un autre site nucléaire. Concernant l'uranium enrichi, l'envoyé des États-Unis, Steve Witkoff, a cité la proposition initiale. Ils avaient 460 kilos d'uranium à 60%, à seulement une étape des 90% qui est de 90%. Mais même avec 460 kilos, cela suffit déjà pour 11 armes nucléaires. Donc, en résumé, ni les Américains ni les Israéliens ne seront satisfaits. Très, merci beaucoup, d'accord? Nous en parlions ce week-end. Comment serait-il possible d'extraire l'uranium enrichi sans être touché par des armes nucléaires, sans toucher nos troupes, ni provoquer une grande explosion? C'est très dangereux. Je ne sais pas comment l'enlever ou s'il suffit d'entrer et de faire exploser. Je sais que des spécialistes peuvent l'enlever. Nous devons commencer maintenant. Oui. Et c'est enterré. Comme c'est une opération complexe, Midnight Hammer a été très efficace. Mais le problème, c'est qu'il reconstruisait et créait un site supplémentaire par-dessus. Cela explique l'attitude que nous avons adoptée. On peut leur faire confiance. Ils ont vraiment cet uranium enrichi, bien. Disons-le, ce n'est pas à leur avantage de l'admettre. Ce ministre des Affaires étrangères l'a dit un peu grâce à Margaret Brennan, ce qui est logique. Mais cela les fait paraître menteurs. Nous n'enrichissons pas l'uranium au-dessus de 3%. C'est pour l'énergie. Maintenant, ils en sont à 60%. Une semaine avant. Oui, alors. Ce sont des menteurs. Le ministre des Affaires étrangères et le président ne contrôlent pas la garde révolutionnaire islamique. Donc ils déclarent que nous n'attaquerons pas les voisins arabes, mais ils sont en train de les attaquer. Ne dis pas que tu cibles uniquement les installations militaires. Nous voyons les dégâts dans les bureaux. Et nous les avons offerts. Nous leur avons offert de l'uranium pour qu'ils puissent alimenter leurs centrales nucléaires et cela leur fournirait de l'énergie. Et ils ont refusé car ils veulent s'enrichir. Devenir riches à l'étranger et les restituer. Avec cela, nous allons inviter l'ancien PDG de la Marine et animateur du podcast Everyday Warrior, Mike Cirelli. Mike, je voudrais reprendre à partir d'où? La question de Carly a été interrompue par une autre. Si tous ces pays, comme Trey l'a dit, finissent par fournir des navires de guerre, et nous parlons spécifiquement de ceux qui dépendent du pétrole. Par le détroit d'Ormuz, cela mettrait fin à la capacité de l'Iran d'interrompre complètement le passage par le détroit de manière efficace. Ça finirait.
Vous devez comprendre que, vous savez, le détroit d'Ormuz est l'arme de l'Iran pointée sur la tête de l'économie mondiale. Ça a toujours été leur méthode. Donc, ces escortes ne concernent plus les navires, il s'agit à nouveau de sécuriser les marchés de l'énergie. Donc, ce n'est pas seulement dans l'intérêt des États-Unis, mais de tous les pays de fournir ces escortes pour apporter de la stabilité aux marchés mondiaux. C'est tout l'objectif. D'accord, Mike. Détaille cela pour nous de manière plus tactique. Que penses-tu que devraient être les prochaines étapes pour garantir la sécurité du détroit d'Ormuz et rétablir, comme tu l'as dit, la sécurité mondiale pour l'économie mondiale? Excellente question, Carly. Alors, tu vois, nous devons revenir à la politique de longue date du CGRI, qui était que lorsque leur patrie est en danger, sous attaque, comme nous le voyons maintenant. Leur manuel a toujours été d'utiliser le levier de pression, le détroit d'Ormuz. Leur intention est d'augmenter le coût d'une guerre, tant au niveau régional que mondial. Alors, les gars, en plus des escortes, nous devons continuer à détruire, dans une stratégie d'usure systématique, leur capacité d'attaque. Cela implique l'île de Karg, 90 à 95% de leurs exportations de pétrole y transitent. Nous pouvons envisager une escalade avec une offensive terrestre limitée sur l'île, impliquant les fusiliers marins de Zerseri lors d'un assaut amphibie pour prendre des points clés. Car l'île de Karg n'est pas seulement leur caisse enregistreuse, elle exerce aussi une pression stratégique sur l'Iran. Et c'est pourquoi cela serait fondamental. Elle est située stratégiquement dans le détroit, servant de base pour avancer jusqu'à la fin de ce conflit. Combien de fusiliers marins, de troupes américaines, imaginez-vous allant sur l'île de Karg? Et quelle est l'opposition sur l'île de Karg? Quand ces troupes débarqueront-elles finalement? Todd, nous avons reçu des rapports indiquant que nous avons attaqué plus de 90 cibles militaires sur l'île de Karg. L'île abrite des installations navales du CGRI et son infrastructure pétrolière. Donc, en plus de ces 90 frappes, vous verriez des tirs de préparation pour supprimer l'ennemi restant sur cette île, tandis que 300 à 500 fusiliers marins mèneraient un assaut amphibie et aéroporté pour prendre ce terrain stratégique. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous parlez de troupes au sol, ce que beaucoup de gens veulent vraiment éviter ici. Si ce genre de scénario se produit vraiment, quel camp aurait l'avantage? Ah, vous avez conquis le terrain stratégique et mis la pression sur l'Iran économiquement et tactiquement, mais vous savez, Nous devons préciser qu'il s'agirait d'opérations terrestres limitées, nous ne parlons pas de troupes au sol à grande échelle. Ce n'est pas l'objectif, et Trump sait que ce serait une erreur stratégique, n'est-ce pas? Cependant, les forces israéliennes ont confirmé que le frère de l'auteur de l'attaque contre la synagogue du Michigan est membre du Hezbollah, selon le document de la FDI. Le commandant du Hezbollah, Ibrahim Mohammad Ghazali, gérait l'armement de l'unité Badr, responsable du lancement de centaines de roquettes contre des civils israéliens pendant la guerre. Son frère, Ayman Mohammad Ghazali, a perpétré l'attaque terroriste dans le Michigan jeudi dernier. Ibrahim a été tué lors d'une attaque de l'armée de l'air israélienne contre une structure militaire du Hezbollah la semaine dernière. Cela soulève une question, Mike. Pourquoi le frère d'un commandant du Hezbollah se trouve-t-il même dans notre pays pour commencer? On pourrait supposer, en se basant sur la confiance que nous plaçons dans notre gouvernement, qu'un tel individu serait enquêté et tenu à l'écart. Non, Todd, cela me dérange, comme beaucoup d'Américains. Je vais d'abord aborder l'immigration puis la surveillance, ce qui montre la nécessité d'une sécurité renforcée pour notre immigration. Il faut non seulement enquêter sur les personnes issues de milieux à risque, mais aussi veiller à leur assimilation à notre mode de vie. Quand cela n'arrive pas, nous mettons des vies américaines en danger. Ce ne sont plus les années 1950 ou 1960. Nous vivons dans un monde différent. Inutile d'avoir un groupe de cellules dormantes de l'État islamique ou du CGRI ici. Un loup solitaire radicalisé peut suffire pour lancer de telles attaques. Tout comme nous l'avons vu à l'université Old Dominion, où nous avons perdu un soldat qui était sur le point de prendre sa retraite. Maintenant, avec cette vigilance, nous, les Américains, devons remarquer que le 21e siècle est différent d'avant. Nous permettons l'entrée de personnes non seulement par le Sud, mais aussi à cause de lois d'immigration faibles. En tant que citoyens américains, nous devons être vigilants. Si vous voyez quelque chose, signalez-le. S'il y a le moindre soupçon que quelqu'un se radicalise, signalez-le. Si nous ne nous assurons pas que les personnes qui viennent dans notre pays s'assimilent à nos normes et valeurs culturelles, cela continuera à mal tourner.
Il est très difficile pour les services de renseignement de trouver ces aiguilles dans une botte de foin, ces loups solitaires. La vigilance est donc un devoir pour chaque Américain. Oui,